soyez à Bamako ou à Douala, fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver ce mardi dans le cadre de ce programme, ce mercredi autant pour moi, dans le cadre de votre matinale informative. Soyez les bienvenus à cette franche d'information qui vous permet de vous enquérir des nouvelles du continent africain. C'est d'ailleurs un plaisir pour nous de vous savoir nombreux chaque matin pour prendre part à ce programme, un programme interactif, car lors des échanges sur ce plateau, vos avis, vos commentaires et vos analyses sont les bienvenus. Nous sommes également heureux de vous savoir nombreux sur nos différentes plateformes d'information en ligne, YouTube ou encore Facebook, où vous pouvez suivre ce programme en direct et pourquoi pas y laisser des commentaires ou même des questions à nos experts sur ce plateau. La thématique de ce mercredi concerne le sommet du G20 qui se déroule du côté de l'Indonésie, un sommet qui s'est ouvert hier, sommet marqué par l'absence du président russe Vladimir Poutine et qui se déroule dans un contexte d'offensive russe en Ukraine. Alors, quel enjeu? Telle est la question à laquelle nous essayerons d'apporter des éléments de réponse sur ce plateau avec l'expertise d'Abdoul Ndam, notre politologue maison, qui sera des nôtres dans quelques instants. Et nous aurons également l'opportunité de bénéficier des analyses de Kemal Afagnon, journaliste béninois qui a accepté de nous accompagner ce mercredi et partager avec nous son avis sur les grands enjeux de ce sommet du G20. Un sommet marqué également par la présence de deux chefs d'État africains qui ont été invités, à savoir le président sénégalais Macky Sall, en l'occurrence président en exercice de l'Union africaine, et son homologue rwandais Paul Kagame. Pourquoi le choix de ces deux dirigeants africains? Quel est leur rôle du côté de l'Indonésie? Quel impact ce sommet peut avoir dans les relations entre ce grand bloc de pays industrialisés et le continent africain? Voilà là d'autres ouvertures auxquelles nous nous attellerons et à y apporter des éléments de réponse. Pour ce qui est de nos rubriques, on rappelle, nous avons, comme il est de coutume, notre tranche d'information, réalisation de la rédaction de Foyer Média Africa, mais également la revue de presse et la page culturelle qui nous permet chaque jour de clore en beauté ce programme. Alors, avant donc d'accueillir sur ce plateau Guéné qui nous partagera les nouvelles véhiculées par la presse écrite et en ligne du continent, nous proposons d'abord, avec l'aide de la réalisation, cette page d'information. Depuis les récentes offensives des M23 dans le nord de la République démocratique du Congo, les initiatives diplomatiques se multiplient pour tenter de résoudre le conflit. D'abord, avec le président angolais João Lorenzo, qui a rencontré vendredi dernier son homologue rwandais Paul Kagame, puis le chef d'État congolais Félix Tshisekedi. Ensuite, l'ancien président kenyan, le facilitateur pour la paix Uhuru Kenyatta, arrivé dimanche dernier à Kinshasa pour une visite de 2 jours. Le chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye, devait, selon le communiqué de l'ASC, participer au débat. Depuis plusieurs semaines, les attaques sont plus récentes dans la partie nord du Congo. En rappel, plus de 2000 jeunes ont rejoint les rangs militaires pour lutter contre les attaques du M23. Dans le nord du pays, les forces armées ont engagé mardi dernier 2 avions de chasse contre la position des rebelles du M23 qui se sont emparés depuis plusieurs mois de plusieurs localités dans le territoire de Rutshuru, au nord de la ville de Goma. En fin d'octobre dernier, Kinshasa a expulsé l'ambassadeur rwandais après avoir interdit des vols de la compagnie rwandaise en mai dernier. Des affrontements meurtriers ont duré jusqu'à dimanche soir à Kibuga, une autre localité située dans une vingtaine de kilomètres de Goma, selon les habitants. Selon l'Organisation des Nations Unies, les récents combats ont provoqué les déplacements de 188 000 personnes il y a exactement 10 ans. En novembre-décembre 2012, les rebelles du M23 avaient occupé Goma pendant une dizaine de jours avant d'être vaincus l'année suivante par l'armée congolaise et les casques bleus. Le quitus fiscal, l'une des pièces exigées aux candidats des élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin, fait polémique et laisse penser à un scénario bis repetitas des élections de 2019,
où plusieurs candidats de l'opposition s'étaient vus écarter des votes, leurs dossiers ayant été rejetés. Au 13 novembre, il manquait au Parti des démocrates de l'ancien président Boni Yayi 3 attestations fiscales sur 218 dossiers avancés. Le fisc réclame plusieurs centaines de millions à ses candidats, chose que refute la principale formation d'opposition béninoise. Sine qua non à toute participation aux élections, le quitus fiscal, en plus d'être éliminatoire, est encadré par la loi, notamment la Commission électorale nationale autonome, qui ne permet pas de remplacer les noms des candidats en difficulté après le dépôt des dossiers. L'opposition béninoise réclame un scrutin inclusif au nom de la paix et interpelle le président Patrice Talon, à qui il est reproché d'user de stratagèmes qui mettent hors de cause l'opposition, comme en 2019, où les partis d'opposition avaient assisté en spectateurs aux législatives parce qu'il manquait à leur dossier cette fois-là le fameux certificat de conformité. La première édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles s'est déroulée le 11 novembre à Bamako au Mali. Durant les festivités, les chefs traditionnels ont exigé la prise en charge du rôle et de la responsabilité des légitimités traditionnelles dans la nouvelle constitution et son érection en haute autorité traditionnelle. Il demande également qu'il soit mieux précisé l'ancrage institutionnel des légitimités traditionnelles dans cette nouvelle constitution. Nous exprimons notre profonde gratitude et notre remerciement au colonel Assimi Goïta et à toutes les autorités de la transition pour l'instauration d'une journée nationale dédiée aux légitimités traditionnelles, révèle la déclaration des chefs traditionnels lue par l'ancien ministre Oumar Amadoun Diko. Selon les chefs traditionnels, aucun peuple ne peut se développer harmonieusement en méprisant ses propres valeurs socio-culturelles sans la paix et l'attente au sein de la société. Nous demandons l'abrogation du décret qui a annulé les chefferies traditionnelles sous la Première République. Nous demandons la prise en charge du rôle et de la responsabilité des légitimités traditionnelles dans la nouvelle constitution et son érection en haute autorité traditionnelle. Nous demandons enfin qu'il soit mieux précisé l'ancrage institutionnel des légitimités traditionnelles. Nous mesurons l'ampleur des défis, des contraintes et des énormes difficultés liées à la crise multidimensionnelle que vit notre pays depuis des années, précise la déclaration des chefs traditionnels du Mali. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur adhésion pleine et entière à la forme républicaine de l'État, à l'intégrité du territoire et à la laïcité de l'État, au respect des institutions de la République et des lois de la République. Enfin, les chefs traditionnels du Mali lancent un appel solennel à toutes les forces vives pour travailler de concert dans la recherche de la paix, de la cohésion sociale, de la conscience citoyenne, du vouloir vivre ensemble qui ont caractérisé l'espace politique, culturel et sociologique du Mali, qui doivent servir aujourd'hui de ciment pour la refondation de l'État. Le Royaume-Uni va retirer ses 200 soldats déployés au Mali. Londres rejoint dans sa démarche la France ainsi que d'autres partenaires européens, dont la collaboration avec Bamako dans la lutte antiterroriste s'est étriquée après l'arrivée du groupe paramilitaire russe Wagner. L'annonce de ce départ a été faite au Parlement par le Premier ministre britannique, qui est revenu sur les 2 derniers coups d'État au Mali, qui selon lui ont compromis les efforts internationaux dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays. En 2020, Londres avait déployé au Mali un contingent et des hélicoptères lourds en appui à l'action de la mission onusienne et de la force française Barkhane. Alors que son engagement devait durer normalement 3 ans, ce départ précipité va prendre effet dans les 6 prochains mois. Face à une situation sécuritaire de plus en plus préoccupante, les autorités de transition au Mali ont adopté une posture vigilante vis-à-vis de certains partenaires occidentaux, dont le rôle dans la lutte anti-djihadiste s'est avéré trouble. C'est le cas de la France, accusée à plusieurs reprises par Bamako de soutenir les rebelles sur plusieurs fronts, dont la livraison d'armes. Londres tient à rappeler que le retrait de ses troupes au Mali n'est pas synonyme de désengagement dans la région et compte poursuivre son engagement au Mali et au Sahel via l'aide humanitaire et de développement. Le mandat de la MINUSCA a été renouvelé le lundi 14 novembre 2022 pour 1 an par le Conseil de sécurité. Le texte de renouvellement de mandat a été durement négocié ces derniers jours. Le plus grand point de désaccord
portait sur la demande de la levée de l'interdiction des vols de nuit de la MINUSCA, inscrite dans la résolution. Bangui avait décrété cette mesure il y a quelques années pour limiter les interactions avec les vols opérés par les instructeurs russes. Cela s'illustre à travers un fait selon lequel, le 3 octobre dernier, 3 casques bleus blessés n'avaient pas pu être évacués de nuit et sont morts de leurs blessures à cause de cette mesure. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU avait alors estimé dans son rapport que cette interdiction entravait trop les missions dévolues aux forces onusiennes, ce qui a permis à la Russie et la Chine de tenter de supprimer cette mention sans succès et se sont abstenus de voter ce renouvellement. Aucun changement concernant les effectifs n'a été opéré. La mission onusienne en RCA conserve son plafond de 14 400 militaires et 3 020 policiers. Outre cette première option, il n'y aura pas aussi de changement en ce qui concerne les tâches prioritaires liées au rôle de la MINUSCA. Son rôle est donc de protéger les civils et d'appuyer le processus de paix et l'accord politique signé le 6 février 2019. Les 3 pays africains du Conseil de sécurité ont donc tenté de défendre la position centrafricaine sur plusieurs points et demandé que l'appui à l'extension de l'autorité de l'État ne figure plus comme une tâche prioritaire de la MINUSCA. Malgré cette concession accordée, le Gabon a estimé que leurs remarques n'avaient pas été suffisamment prises en compte et s'est donc abstenu pour protester, a conclu le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est donc important de noter que les négociations autour du renouvellement ont été plus compliquées que prévu et se sont faits sans l'avis ni l'aval du gouvernement centrafricain. Tous les pays présents à ce Conseil ont donc voté, sauf la Russie, la Chine et le Gabon en l'absence de la RCA. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez For You Matin, la matinale informative de votre chaîne d'information panafricaine For You Media Africa. Alors après cette tranche d'information, on va passer à une autre, à savoir la revue de presse. Mais avant cela, pour rappel, la thématique qui nous intéresse ce mercredi est relative au sommet du G20 qui se tient depuis mardi du côté de l'Indonésie. Un sommet, on le rappelle, marqué dans un contexte lié à l'offensive russe en Ukraine, un sommet qui est également marqué par l'absence du président russe Vladimir Poutine et qui a évoqué des raisons d'agenda. Alors, du côté de l'Indonésie, l'on appelle le G20 à mettre fin à la guerre. Quel impact effectivement peut avoir cette organisation dans l'offensive russo-ukrainienne? Le président indonésien a également profité de l'occasion pour mettre le monde en garde contre le risque d'une nouvelle guerre mondiale. 2 présidents africains prennent part à ce conclave, à savoir le président sénégalais Macky Sall et le président rwandais Paul Kagame. Quel impact peut également avoir ce conclave sur l'économie africaine, puisqu'on rappelle que ce sommet regroupe les plus grandes puissances économiques de la planète. Alors, on l'annonçait tantôt dès l'entame de ce programme. Yéné est là pour nous livrer des informations de la presse écrite et en ligne. On l'accueille sur ce plateau. Bonjour à vous, Madame Zili, bonjour également à vos invités ce matin, sans toutefois oublier bien sûr les nombreux téléspectateurs qui nous suivent chaque matin, auditeurs pour ceux qui nous suivent en relais sur la 96.3 FM et bien sûr nos nombreux internautes, ceux qui nous suivent via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube, For You Media Africa. Voici venu l'instant de la revue de presse. L'information majeure qui fait le tour des sites d'information ce matin est celle en rapport bien sûr avec cette annonce qui a été faite hier, celle donc de la Côte d'Ivoire qui annonce retirer ses éléments militaires de la force onusienne de maintien de la paix du côté du Mali, la MINUSMA. La Côte d'Ivoire annonce donc le retrait de ses troupes du Mali, c'est la une d'ailleurs ce matin du site d'information Abidjan.net. Selon nos confrères ce matin, la Côte d'Ivoire à travers sa mission permanente auprès des Nations Unies a annoncé le retrait progressif des personnels militaires et de police ivoiriens déployés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Le site d'information précise d'ailleurs que cette information, ou du moins ce retrait, fait suite à celui annoncé plus tôt, bien sûr, par la Suède ou encore par le Royaume-Uni. Une information amplement développée donc ce matin dans le site d'information Abidjan.net. Abidjan.net qui nous parle également de révision de la liste électorale. La commission électorale indépendante explique le mode opératoire au roi
et au chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Le président de la commission électorale indépendante, il s'agit de M. Ibrahim Koulibaly Klubert, accompagné des commissaires Émile Ibroitier et Soumaïa Doumbia, était devant le directoire de la Chambre des rois et des chefs traditionnels. C'était en début de cette semaine à leur siège du côté de Yamoussoukro pour les informer sur l'opération de révision de la liste électorale qui démarre le samedi 19 novembre prochain. Plus d'explications ce matin à retrouver dans le site d'information abidjan.net. Du côté du Mali, et oui, je vous le disais d'entrée, le Mali et bien sûr la Côte d'Ivoire qui annonce le retrait progressif de ses troupes du côté d'ailleurs de la BINUSMA. Dans une correspondance adressée au patron de l'ONU, le représentant de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies confirme la décision de retrait progressif des casques bleus ivoiriens déployés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ils sont au nombre de 850 éléments déployés au Mali depuis 2014. L'information est également relayée ce matin du côté bien sûr du Mali par nos confrères du site d'information MaliWeb. MaliWeb qui revient également sur le prochain sommet Russie-Afrique avec cette invitation officielle donc adressée au président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta. Officiellement donc invité, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a annoncé le vendredi 11 novembre 2022 que Moscou a officiellement donc invité le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, à participer au sommet Russie-Afrique prévu au mois de juillet 2023 du côté de Saint-Pétersbourg. Selon nos confrères du site d'information ce matin, les responsables d'ailleurs, c'est-à-dire les responsables russes et maliens vont échanger sur la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale entre le Mali et la Russie, ainsi que du soutien politique mutuel à l'échelle internationale, notamment au sein des Nations Unies. Abdoulaye Diop, de son côté, se félicite de des excellentes relations d'ailleurs d'amitié et de coopération entre les deux pays, marquées par le regain d'intérêt mutuel à travers des visites de haut niveau et le raffermissement des liens de partenariat stratégique dans plusieurs domaines. Une information que vous retrouvez bien sûr en une ce matin du site d'information MaliWeb. Du côté du Burkina Faso, comme une évidence, Ouakatira également ce matin nous parle de la Côte d'Ivoire qui annonce le retrait de ses contingents du côté du Mali. La Côte d'Ivoire a annoncé donc dans une note rendue publique le retrait de ses contingents composés de militaires et de policiers déployés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali pour lutter contre le terrorisme. Toujours dans le même site d'information ce matin, on nous parle également de ce pont aérien humanitaire érigé donc par l'Union européenne du côté du Burkina Faso, alors que le pays se voit confronté à de multiples défis et risque notamment une catastrophe humanitaire majeure. L'Union européenne intensifie son aide d'urgence pour apporter une assistance aux populations vulnérables. La semaine dernière, le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Ranes Lenarcic, en visite au Burkina Faso pour exprimer la solidarité de l'Union européenne, a lancé une opération de pont aérien afin de livrer entre 400 et 800 tonnes de fournitures essentielles sur 3 mois. Actuellement, rappelons-le d'ailleurs, jusqu'à 1 million de personnes vivent dans les zones sous blocus selon les Nations Unies. Certaines zones n'ont pas reçu de vivres depuis des mois. Les stocks de nourriture et d'autres articles sont complètement épuisés, ce qui entraîne la fermeture des marchés. Une information que vous retrouvez donc amplement développée ce matin dans le site d'information burkinabé Ouakatira. Du côté de la Guinée, Conakry, avec nos confrères de Guinée News ce matin, on nous parle de la coopération entre bien sûr la Guinée et le Mali. Une forte délégation malienne conduite par le ministre Diop est donc arrivée hier du côté de Conakry. La Guinée était, rappelle le site d'information ce matin, le seul pays à refuser de suivre les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, notamment la fermeture des frontières. Et mieux, la Guinée a tissé de solides relations avec le Mali auprès, bien sûr, après des sanctions internationales. Et c'est dans le cadre de la 9e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays que le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a donc conduit une forte délégation hier du côté de Conakry. Il faut le dire, cet important rendez-vous s'inscrit dans la dynamique
du raffermissement bien sûr et de la diversification des excellentes relations historiques entre les deux pays, et c'est conformément à la ferme volonté partagée des présidents maliens et guinéens d'hisser les liens de partenariat à un niveau répondant bien sûr aux aspirations des deux peuples frères. La délégation conduite donc par le ministre des Affaires étrangères du Mali, Monsieur Diop d'ailleurs, est à retrouver ce matin dans le site d'information Guinée News. Guinée News qui nous parle également du lancement des activités du symposium Mine Guinée présidé par le colonel Mamadi Doumbouya. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a présidé hier mardi 15 novembre 2022 au Palais du Peuple de Conakry, au lancement d'ailleurs de la 7e édition du symposium Mine Guinée. Ce grand rendez-vous ouest-africain dans l'industrie minière est d'ailleurs placé sous le thème « Optimiser l'industrie minière pour catalyser le développement socio-économique de la Guinée ». Cet événement est organisé par le ministère des Mines et de la Géologie en partenariat bien sûr avec l'AMTRAD. Une information que vous retrouverez amplement développée ce matin dans le site d'information guinéen Guinée News. On quitte la Guinée pour le Sénégal avec nos confrères du site d'information Séné Plus ce matin avec la une. Macky Sall revendiquera donc au G20 un siège permanent à l'ONU pour l'Afrique. Il a d'ailleurs fait hier le président en exercice de l'Union africaine. Macky Sall ne se lasse pas. Partout où il peut plaider la cause de l'Afrique en tant que président de l'Union africaine, c'est une opportunité qu'il ne laisse pas passer. Hier mardi, il a profité de la 17e session du sommet des leaders des groupes des 20 pays les plus riches de la planète, de l'Union européenne d'ailleurs, pour plaider donc une fois de plus la cause de l'Afrique en demandant un siège permanent pour l'Afrique. Le journal rappelle d'ailleurs ce matin que le G20 est une plateforme multilatérale stratégique dont les membres représentent plus de 80% du PIB mondial, soit 15% du commerce bilatéral et 60% de la population mondiale. Du côté de l'Afrique centrale, nos confrères du site du quotidien camerounais, ce matin, Cameroun Tribune, titre bien sûr sur la lutte contre la piraterie maritime, force à la loi en vue de faire face aux actes de piratage maritime et attaque contre les plateformes en mer. Un projet de texte portant répression de cette criminalité a donc été déposé au Parlement et son examen a débuté hier mardi devant bien sûr la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Le texte qui prévoit des peines de prison allant de 20 ans à un emprisonnement à vie et des amendes pouvant atteindre 2,2 milliards de francs CFA a été défendu hier donc par le ministre Joseph Betty Assomo en présence bien sûr du président de la Chambre Kavaï Yéguié Djibril. Le focus de la rédaction ouvert ce matin de la page 8 à la page 9. Le quotidien Le Jour de son côté, toujours du côté du Cameroun, nous parle de l'hôpital régional de Bafoussam avec le directeur qui explique l'exigence de la caution face au ministre de la Santé publique. D'ailleurs, le lundi 14 novembre 2022, le professeur Georges Eno Orok a donc précisé que cette initiative est une solution contre l'évasion des patients après avoir bénéficié des soins. C'est une information que vous retrouvez bien sûr en page 3 ce matin du quotidien Le Jour. Le quotidien Le Messager de son côté revient sur l'an 31 de la tripartite, l'appel au devoir de mémoire. Une information que vous retrouvez bien sûr en page 3. Le quotidien Mutation de son côté, le titre en sport, Qatar 2022, gain de l'absent présent, selon le journal ce matin, recalé pour la Coupe du Monde, l'international camerounais reste en vedette dans les débats publics. Une information à retrouver en page 15. On termine cette revue de presse de ce matin du côté de la République démocratique du Congo. Nos confrères du site d'information Radio Okapi ce matin nous parle du Nord Kivu. Uhuru Kenyatta appelle à la cessation des hostilités avant toute forme de dialogue. La guerre doit immédiatement cesser dans l'est de la République démocratique du Congo entre les belligérants, toutes parties prenantes au processus de Nairobi, avant toute forme de dialogue, tel que prévoit d'ailleurs la feuille de route de Nairobi, a déclaré l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo devant la presse. C'était hier mardi 15 novembre 2022 du côté de Goma. Toujours en République démocratique du Congo, Kinshasa, le Sénat
examine la loi sur le blanchiment des capitaux. Selon nos confrères du site d'information ce matin, le Sénat a débuté le lundi 14 novembre 2022 l'examen du projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive, voté à l'Assemblée nationale le 1er novembre 2022. Cette loi rencontre à hauteur de 50% les recommandations bien sûr du groupe d'action financière, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que l'apport des experts de la cellule des renseignements financiers. Une information à retrouver donc amplement développée d'ailleurs ce matin dans le site d'information congolais Radio Okapi. Voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette revue de presse. Nous sommes bel et bien le mercredi 16 novembre 2022. L'information majeure à retenir en rapport bien sûr avec ce retrait des troupes ivoiriennes annoncé du côté du Mali, au sein d'ailleurs de la MINUSMA, la Côte d'Ivoire qui annonce donc le retrait de ses troupes au sein de la MINUSMA, une annonce qui fait suite bien sûr au retrait annoncé un jour plus tôt par le Royaume-Uni et d'ailleurs par la Suède. Quel avenir sera désormais réservé à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali? Vous aurez une tentative de réponse lors de notre grande édition d'information de 20 h sur les antennes de For You Média Africa. Bonne émission aux côtés de Madame Zili et bien sûr. Merci à vous, Guédé, pour cette balade dans l'univers de la presse écrite et en ligne. On retient de nombreuses informations, notamment celle qui nous intéresse ce matin, à savoir ce plaidoyer du président sénégalais Macky Sall qui aimerait utiliser cette opportunité, à savoir cette invitation qui lui a été faite afin de participer au sommet du G20. Il aimerait profiter de sa présence parmi les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète pour plaider pour une place de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, vous êtes finalement des nôtres, Abdoul Ndam. Bonjour. Bonjour, Dame Zili. Bonjour à nos milliers de téléspectateurs et téléinternautes. Un bonjour également spécial à l'endroit du top management de For You Média. Et bien entendu, nos techniciens ô combien valeureux se battent autant que faire se peut afin que nous soyons toujours visibles mais aussi audibles. C'est un plaisir de partager une thématique dont sa portée vaut tout son pesant d'or. Là où les grandes puissances se retrouvent, il est toujours intéressant de scruter à la fin de voir la fumée qui s'échappe lors de leur retrouvailles. Je crois que cette émission nous permettra bien entendu d'essayer d'analyser et de décrypter ce qui s'est passé là-bas. Alors vous faites bien de rappeler que ce sommet qui se déroule du côté de l'Indonésie regroupe les 20 puissances économiques les plus riches du monde. Et en tant que panafricain avisé, il serait intéressant de savoir ce qui s'y passe et aussi ce qui se dira, car on sait que les décisions prises du côté de Bali peuvent avoir des répercussions sur le continent africain. Alors on rappelle que ce sommet se déroule aussi dans un contexte particulier, à savoir cette guerre ou encore cette offensive russe du côté de l'Ukraine, et aussi un sommet qui se déroule en l'absence du président Vladimir Poutine. D'aucuns se demandent si ce n'est pas une absence calculée d'avance, alors que du côté du Kremlin, on évoque des raisons liées à l'agenda du président russe. Alors, le sommet du G20, c'est aussi de nombreux plaidoyers, notamment celui du président indonésien qui appelle le G20 à mettre fin à la guerre en Russie. Alors, sans plus tarder, on va commencer les échanges avec vous en attendant que l'autre invité qui va nous rejoindre via l'application Zoom soit des nôtres. Abdoul Ndam, ce sommet, quel enjeu? Telle est la question qui nous intéresse ce matin. Alors avant cela, j'aimerais qu'on s'intéresse effectivement sur le contexte dans lequel se déroule ce sommet. C'est vrai qu'on le disait tantôt, le président Vladimir Poutine n'y prend pas part, mais jusqu'ici, les dirigeants des pays les plus riches du monde se sont prononcés sur la guerre en Ukraine, qui a des répercussions économiques tant du côté de l'Europe que de l'Afrique et même du côté
des autres continents tels que l'Asie ou encore l'Amérique, compte tenu du rôle que joue la Russie aujourd'hui, que ce soit dans les marchés liés au gaz ou encore aux céréales et engrais et autres. Alors la question que moi j'aimerais vous poser aujourd'hui, cette absence de Vladimir Poutine, vous croyez qu'elle est calculée d'absence, que le président russe ne voulait pas être acculé par les pays et qui jugent son offensive du côté de l'Ukraine inopportune ou encore mauvaise? Non, pas acculé. Je crois que cela rentre dans les usages diplomatiques. Lorsque la relation est froide entre certains partenaires, certains États, je crois que les usages diplomatiques voudraient qu'on ne puisse pas procéder à des déclarations qui frisent au dénigrement et peut-être au non-respect de son vis-à-vis. Je crois qu'il faut peut-être interpréter ou encore inscrire la non-participation de M. Vladimir Poutine lors de cette assise ô combien importante sur le prisme d'une communication. Il communique pour pouvoir dire en quelque sorte qu'il n'est pas en phase, il n'est pas en harmonie avec tout ce qui s'orchestre contre la Russie, puisqu'en réalité, les vrais problèmes semblent être mis ou encore semblent être cachés. Pourquoi? Parce que la Russie défend son autorité, défend son intégrité territoriale. La Russie est en train de défendre sa survie. Pourquoi? Parce que ce qui se joue du côté de l'Ukraine avec l'implication de l'OTAN visait tout simplement à fragiliser la Russie sur le point sécuritaire. C'est une forme de riposte que la Russie est en train d'adopter dans la perspective de faire asseoir son autorité. Puisque tel est le cas, et que les Occidentaux, certains pays de l'Occident, de l'Occident notamment et l'Union européenne en particulier, se sont mis en branle sur la houlette des États-Unis et la France pour pouvoir imposer des sanctions à l'encontre de la Russie qui n'a rien demandé que défendre son autorité. Malheureusement, on constate que ces sanctions qui ont été prises à l'endroit de la Russie génèrent plutôt un effet boomerang. L'effet boomerang, c'est que ceux qui ont pris des sanctions contre la Russie sont malheureusement des personnes ou encore des pays qui sont en train de subir les rafles de ces sanctions-là. Donc il faut tout simplement inscrire la non-participation de M. Vladimir Poutine dans la perspective d'une communication. Cela rentre dans les usages diplomatiques. C'est une façon de dire qu'il n'accorde plus du crédit, il n'accorde pas du crédit à une assise dont les dés sont pipés, à une assise où des personnes sont davantage mues par leur intérêt personnel et égoïste au détriment de ce qui peut appeler la vérité. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine et la Russie, en général, ils ont leurs raisons. C'est des raisons qui justifient leur présence ou encore leur addiction du côté de la Russie ou de l'Ukraine. C'est bien entendu deux raisons officielles, la dénazilisation et la démilitarisation de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, via l'OTAN, se positionnerait comme une menace pour la sécurité de la Russie. Donc voilà en quoi on peut peut-être situer, bien entendu, la non-participation de M. Vladimir Poutine lors de cette assise qui en réalité réunit des puissances dans le monde entier. Mais quoi qu'il en soit, la Russie ne peut pas être là avec son président, mais la Russie y reste parce que elle est représentée aussi. Elle est représentée par son ministre, je crois, ministre des Relations extérieures. Oui. Je crois que c'est largement suffisant. Si la non-présence de M. Vladimir Poutine pose d'ailleurs problème, c'est peut-être parce qu'il faudra comprendre que M. Vladimir Poutine n'est pas une personnalité lambda. C'est une figure très importante. On sait l'homme et son œuvre. On sait que Vladimir Poutine a l'aura qu'il faut. On sait que c'est un homme charismatique et que sa présence lors de ce sommet pouvait en réalité changer les orientations, bien entendu, des travaux. Et il a estimé que pour ne pas donner du crédit, pour démontrer à ces Occidentaux que sans votre G20, je peux toujours vivre, sans votre G20, je peux toujours fonctionner. Voilà pourquoi est-ce qu'il a estimé qu'il ne peut pas prendre part. Donc on peut donc inscrire la non-participation de M. Vladimir Poutine, 1, sur le prisme de la non-considération de cette organisation ou encore de cette assise, 2, une forme de dire qu'il n'est pas content de ce qui se passe. Alors, parlant donc de Vladimir Poutine, on rappelle que
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, s'est exprimé via une vidéo d'ailleurs qu'il a publiée, et il a profité de ce sommet, voilà, pour plaider pour la cause de son pays, et on rappelle qu'il appelle au G19, à savoir à l'exclusion de la Russie. Et je crois que l'Ukraine, je ne crois pas qu'il est l'Ukraine, bien entendu, non, ne fait pas partie du G20, même si l'Union européenne fait partie du G20. Je me pose la question, la voix de M. Volodymyr Zelensky, à elle seule suffit pour pouvoir acter le retrait ou encore l'exclusion, bien entendu, de la Russie au sein du G20. Je crois pour ma part que c'est juste, je veux dire quoi, il saisit cette opportunité pour faire son one-man show. Ne perdons pas de vue le métier qu'exerçait M. Volodymyr Zelensky avant de devenir président. Je crois que de temps en temps, il ne perd pas ses qualités d'humoriste et d'acteur de cinéma. Je crois que tout ce qu'il dit, il sait pertinemment que ça ne peut pas produire ses fruits, même si Vladimir Poutine n'est pas là. Qui sont ceux qui peuvent décider de l'exclusion de la Russie au sein du G20. Je crois qu'il faut tout simplement inscrire le discours de M. Volodymyr Zelensky comme un discours de plaisantin, un discours pour rigoler, puisqu'il sait pertinemment que sa déclaration ne peut avoir aucun effet. Oui, mais on sait déjà que la Russie avait déjà été exclue, voilà, du groupe regroupant les pays les plus riches de la planète. Alors, est-ce qu'effectivement, ce plaidoyer de Zelensky ne peut pas peser lourd? Une chose est de dire qu'on a exclu, mais dans la pratique économique, la Russie est incontournable et indispensable dans l'économie mondiale. La Russie est indispensable dans l'économie mondiale. On sait que la Russie a été exclue du G8 qui est devenu G7. G8, en réalité, le G8 pèse quel poids? Bon, si on compare, si on compare le G7, la Russie, est-ce si on compare aujourd'hui, il n'y a pas de risque que le G20 devienne le G19 comme le souhaite le président ukrainien Volodymyr Zelensky? Le plus important n'est pas la création, la floraison des organisations d'envergure. Le plus important, c'est l'importance et la capacité d'influence qu'une organisation a au sein d'un État ou au sein des relations internationales. Comparer le G7 ou peut-être au BRICS, qu'est-ce que vous choisissez? Ou encore en termes d'impact économique, en réalité, c'est les BRICS qui pèsent leur poids. Et je tiens à vous réitérer qu'il y a une forte réorganisation qui se joue du côté du BRICS pour en réalité contrecarrer toute forme d'haïssement, que ce soit du G20 ou soit du G19, s'il arrivait que la Russie puisse acter son retrait. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on parle du G7 que le G7 a toute la capacité nécessaire pour influencer le monde. Mais le plus important, c'est le contenu de l'organisation. Dans le cas d'espèce, aucune organisation ne peut s'affranchir sans avoir ses côtés des puissances telles que la Chine, la Russie et j'en passe. Puisqu'en réalité, les chiffres nous démontrent à suffisance que ceux qui détiennent l'économie en l'état, bien entendu, c'est la Chine, la Russie. Et je crois que les États-Unis et la France sont dans une approche de propagande pour dire aux yeux du monde qu'ils sont toujours les puissances, mais dans les faits, les États-Unis, la France et bien d'autres pays de l'Occident ne sont plus à même de faire peser leur poids à l'échiquier international. Si oui, qu'est-ce qui peut justifier qu'une seule puissance contre tous, ou encore plusieurs puissances contre une seule puissance, notamment la Russie, ils ont du mal à faire fléchir la Russie malgré toutes ces sanctions qui se donnent à voir. Donc ce qui est important, Madame Zili, ce n'est pas l'exclusion ou encore la floraison des organisations, mais ce qui importe, c'est la capacité de l'organisation à impacter, à influencer, à faire bouger les lignes. L'exclusion, lorsqu'on parle d'exclusion, ça veut dire que ce pays n'a plus l'opportunité, voilà, d'apporter de sa contribution pour les résolutions qui sont prises. Et par exemple, du G8, ce sont là les puissances économiques les plus grandes de la planète. Alors, exclure la Russie, est-ce que cela n'a pas eu un impact? Et aujourd'hui, cette même Russie est visée par les propos du président ukrainien qui voudrait qu'on l'exclue du G20. Est-ce que ce n'est pas un hasard? C'est parce qu'il connaît le rôle que peut jouer effectivement la Russie dans cette organisation qui regroupe les 20 puissances économiques les plus riches de la planète. Il est important de le noter que aucune décision de ce genre ne peut avoir des conséquences. Des conséquences peuvent être constatées si, notamment le G20, persiste ou encore déciderait à exclure la Russie de cette organisation. Il est important de noter que la Russie n'est pas quand même un pays lambda. C'est quand même la Russie.
Et qui dit Russie dit quand même une puissance qui monte en émergence et est en train de démontrer sa notoriété, pas seulement du côté de l'Occident, mais du côté de l'Afrique. Vous êtes sans ignorer que la Russie est en train d'occuper des places importantes dans les pays africains, notamment dans l'Afrique noire francophone et ailleurs. Ces éléments sont quand même des preuves à l'appui pour dire que dans la relation internationale, il faudrait quand même faire preuve du pragmatisme. C'est beaucoup plus le pragmatisme qui se joue sur la scène internationale. Le réalisme. Le réalisme, c'est quoi? C'est que ce qui érige le fonctionnement du monde entier ne se réduit pas au sein des résolutions prises par des organisations. Puisqu'en réalité, les décisions, les résolutions prises par les organisations sur le plan international n'engagent que ceux-là qui ont pris cela. Je tiens à vous rappeler qu'il y a même le droit international qui consacre le fonctionnement, l'organisation, le fonctionnement des États au sein du monde entier qui ne sont pas souvent respectés par certaines puissances, en l'occurrence les États-Unis et bien d'autres puissances qui en étaient en violant les dispositions. Par exemple, le sacro-saint principe de la non-ingérence dans les affaires internes des États et la violation du territoire d'un État. On a vu comment les États-Unis ont annexé l'Afghanistan et bien d'autres pays. Ceci sur le mépris des dispositions légales en vigueur. Je prends cet exemple pour vous amener à comprendre que, certes, ils peuvent prendre ces résolutions-là. Est-ce que les pays membres du G7, du G8 qui sont devenus le G7 ne coopèrent pas avec la Russie? La coopération est toujours là. La preuve, la question du gaz, qui leur fournit le gaz, c'est toujours la Russie. Je me dis, s'entêter à prendre des décisions qui en réalité ne vous reconfortent pas, ne vous mettent pas dans une position de confort, pour ma part, est une mauvaise stratégie dans la mesure où le monde vit dans une interaction. Et cette interaction voudrait que aucun État ne peut vivre en vase clos. À partir du moment où un État présente des atouts majeurs, vous êtes obligé, quoi qu'il en soit, malgré ses caprices, vivre avec cet État-là. Et je crois que la Russie a travaillé à capitaliser sa notoriété sur le plan international en faisant recours ou en mobilisant les arguments de puissance, notamment son gaz, son armée et bien d'autres aspects technologiques et techniques que la Russie dispose pour peser de son poids sur la scène internationale. Vous allez prendre les solutions. Lui travaille, elle, autant pour moi la Russie, travaille à être puissante au sein des Nations Unies et à être puissante dans le monde entier. Est-ce que vos décisions prises contre elle vont quand même empêcher que la Russie puisse continuer son développement, puisse continuer sa volonté à phagocyter et à occuper les grandes places dans le monde entier? Je crois que c'est non. Je crois que ce qui importe, c'est le réalisme sur la scène internationale, c'est la capacité qu'a un État d'influer l'autre, et je crois qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui fait bouger les lignes, et c'est parce que c'est la Russie qui fait bouger les lignes qu'on peut donc constater les sorties médiatiques à l'instar de M. Volodymyr Zelensky, qui en réalité, ce discours traduit tout simplement la faiblesse, leur non-capacité à renverser la tendance, et faire recours à une organisation pour venir l'aider. Et dans le cas d'espèce, si cette organisation s'entête... Effectivement, dans le but de pousser à l'isolement de la Russie sur la scène internationale, je vous ai parmi les dit, grands décideurs, puisqu'il sait que du côté du G8, déjà, l'initiative cette initiative finalement avait été finalisée, puisque la Russie avait été exclue de ce petit groupe privilégié des pays les plus riches de la planète. Est-ce qu'effectivement, ce n'est pas dans le but d'appeler à l'isolement sur la scène internationale ou encore des organisations internationales de la Russie? Je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas parler de l'isolement. L'isolement n'est pas plausible dans un environnement où il y a l'interaction. Le monde entier ne vit pas dans un vase clos. Ces pays-là ne vivent pas dans un vase clos. Ils sont obligés à coopérer. Il y a une interaction entre ces États. Et l'interaction est perceptible sur plusieurs pans. Tant sur le pan diplomatique, politique et voire beaucoup plus économique. Est-ce que les sanctions... L'exclusion de la Russie au sein du G8 a empêché à ce que la Russie ne coopère avec la France, avec les États-Unis et bien d'autres pays membres du G8. Je crois que l'organisation, tout simplement, peut-être c'est nous qui donnons davantage du crédit à une organisation d'envergure. L'organisation, c'est quoi? C'est un acte de volonté pris par les États à se mettre ensemble pour obtenir un certain nombre de choses, pour peser leur poids. Mais des grandes décisions sans avoir des impacts. Je tiens à vous rappeler que les décisions prises par les organisations d'envergure n'engagent ceux-là qui prennent ces décisions-là. J'ai pris un exemple concret pour vous dire que
sur la scène internationale, on peut prendre des résolutions. Mais si, à l'évolution du temps, je constate que la décision prise est à l'encontre de mon évolution, de mon développement, mais ces États-là font fi de ces organisations-là. Je prends aussi un exemple, notamment la COP21 en France, où les pays s'étaient réunis pour pouvoir dresser une feuille de route. On a constaté que parce que cette feuille de route-là partait à l'encontre de l'émergence économique américaine, elle avait pris cet engagement. Mais quelques temps après, elle s'est désolidarisée. Juste pour vous dire que c'est l'intérêt qui érige les actions sur la scène internationale. Aucune disposition légale n'est contraignante sur un État à partir du moment où il constate que la loi en question ou la résolution en question vise à fragiliser son économie. À partir du moment où son intérêt est menacé, je vous assure, dames et messieurs, ces États-là font fi de ces résolutions et ne font que prévaloir leur intérêt. Pour vous dire, la Russie ne peut pas prendre part, il peut ne même plus être au sein de ces organisations, mais cela n'empêchera aucunement que la Russie puisse coopérer avec ces États d'une manière ou d'une autre. La preuve, des tractations sont en train d'être faites pour que la Russie puisse libérer le gaz. Est-ce qu'on a besoin d'être au sein d'une organisation? Est-ce que la Russie a besoin d'être au sein d'une organisation afin de bénéficier du fait qu'elle peut libérer son gaz vers tel ou tel pays? Je crois que ce qui importe, et c'est très important de le noter, que ce qui érige les actions des hommes sur la scène internationale, ou encore des acteurs sur la scène internationale, y compris les États, c'est l'intérêt. À partir du moment où l'intérêt est menacé, ces puissances-là, ils font fi de ces résolutions, de ces décisions-là, et font prévaloir leur intérêt pour sortir en disant que on peut s'être isolé. C'est quoi l'isolement? L'isolement peut être perceptible sur le plan textuel, mais l'isolement ne peut jamais être perceptible sur le plan fonctionnel. Puisque la Russie est appelée à coopérer, ces pays-là sont appelés à coopérer d'une manière ou d'une autre avec la Russie. Eu égard à ce que la Russie a travaillé à avoir à ses côtés les éléments qui peuvent susciter son attraction vis-à-vis d'autres États. La Russie dispose en son sein des ressources naturelles, des ressources indispensables pour la survie de l'Europe et de l'Occident. Vu donc sur cet angle-là, l'exclusion de la Russie au sein des organisations sont des résolutions qui n'engagent la Russie en rien, sont des résolutions qui peuvent être capitalisées par la Russie. Je prends un exemple encore. Lorsque l'Europe veut acheter le gaz à la Russie, par le passé, c'était avec le dollar. Et la Russie a estimé que c'est avec leur monnaie, le rouble, que le gaz doit être acheté. Mais voilà donc un exemple concret pour vous dire que les sanctions qui étaient prises contre la Russie, sur le terrain, n'ont aucun impact. C'est plutôt la capacité d'un État d'avoir à ses côtés, de multiplier à ses côtés des arguments de puissance qui peuvent permettre qu'ils soient indispensables dans le monde entier. Et dans le cas d'espèce, la Russie est indispensable dans la survie et le fonctionnement des hommes dans le monde entier. Et plus précisément en Europe. Ok, alors on continue toujours, on s'intéresse toujours à cette réunion qui réunit voilà, les pays, les 20 pays les plus riches de la planète. Alors Abdoul Ndam, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à cet appel du président indonésien. Il appelle le G20 à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Alors aujourd'hui, quel est le poids que peut peser cette organisation sur la guerre russo-ukrainienne? Non, puisque les protagonistes, ils y sont. Les protagonistes, ceux qui ont attisé le feu, ils y sont. Vous ne pouvez pas parler de la résolution du conflit russo-ukrainien sans quand même convoquer des États tels que les États-Unis, la France et bien d'autres pays membres de l'Europe, membres de l'Union européenne, qui ont quand même poussé, et qui ont quand même excité le monsieur Volodymyr Zelensky à engager son pays dans une situation peu confortable. Aux conditions, en tout cas, je crois que ce qui a été dit, les motivations faites par notamment ces puissances-là à l'endroit de l'Ukraine, aujourd'hui, ils ne pensaient pas que la situation devait être en l'état. Ils croyaient que c'était quelque chose qui devait se passer comme une lettre à la poste. Mais malheureusement, les contingences, les réalités de la relation internationale voudraient que, avant de poser un acte, il faut tenir compte d'un élément très important qui est quoi? Le rapport de force. Est-ce que le rapport de force vous est favorable? Je crois que dans le cas d'espèce, le rapport de force n'était pas favorable du côté de l'Ukraine pour pouvoir s'entêter de ce que la Russie voudrait.
La Russie n'a jamais au départ voulu annexer ou encore intervenir sur le plan militaire du côté de l'Ukraine. C'est tout seulement parce qu'on voulait instrumentaliser l'Ukraine pour repositionner l'armement de l'OTAN et pour que la sécurité ou pour que la Russie soit davantage vulnérable. C'est contre cette vulnérabilité que la Russie a pris ses responsabilités dans la perspective de sécuriser son pays, de sécuriser l'intégrité territoriale de son pays afin qu'elle ne soit pas exposée aux yeux de l'OTAN. Parce que si l'Ukraine intégrait l'OTAN, je vous assure, une base militaire ou encore des bases militaires pouvaient être installées du côté de l'Ukraine. Et vous connaissez la proximité qui est entre l'Ukraine et la Russie. Si tel était le cas, vous devez constater tout simplement que la Russie devait être perméable, vulnérable, et tout pouvait se passer. Une éventuelle attaque étrangère. Voilà, tout pouvait se passer à tout moment, puisque l'objectif caché de cette puissance-là, c'est de fragiliser, c'est de casser ce sursaut que la Russie est en train d'engager sur le plan international. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour stopper la Russie? Je crois qu'il ne pouvait que faire recours à l'armement, faire recours du point de vue militaire pour casser ce sursaut que la Russie est en train d'engager sur le plan international. Mais malheureusement, les réalités ont démontré que le rapport de force n'a jamais été ni favorable pour l'Ukraine, encore moins pour ceux qui ont poussé l'Ukraine à s'entêter vis-à-vis de la Russie. Alors, toujours du côté de l'Indonésie, le président indonésien met également en garde le G20 contre le risque d'une nouvelle guerre mondiale. Bien entendu, c'est très important de le noter que les pays sont en train de fuiter leurs armes. Ils fuitent leurs armes. Vous êtes sans ignorer de ces manœuvres militaires, de ces essais nucléaires, et que des avions qui survolent dans la perspective des entraînements, on se trouverait dans un jungle où les plus forts sont en train de monter le muscle. Et je me pose la question, ne serons-nous pas en train de retourner dans l'état de nature, où c'est la volonté de puissance des uns et des autres qui érige le fonctionnement des rapports sur la scène internationale? Je crois que pour ma part, il faut faire très attention, parce que la goutte d'eau risquerait de déborder le vase. Et vous êtes sans ignorer qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, en 2022, l'arme nucléaire est quand même une arme dévastatrice et qu'il suffit de l'étincelle pour que le monde, nous n'existons plus dans ce monde-là. Je crois qu'ils sont conscients de cela et je me dis, même si cet adage le dit souvent, qui prépare la paix, qui veut la paix prépare la guerre, est quand même de mise. Et parlant effectivement de l'arme nucléaire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, toujours dans sa petite vidéo à l'endroit des dirigeants prenant part au sommet du G20, a dénoncé les menaces qualifiées de folles de recours à l'arme nucléaire de la Russie. Voilà, c'est ce que je suis en train de démontrer. Pour vous dire qu'aujourd'hui, les puissances se sont dotées des instruments militaires très nocifs pour la planète et pour l'humanité. Il suffit de l'étincelle et que le monde est embrasé. Je prends aussi un exemple. Vous êtes sans ignorer la tension qui voulait quand même s'inviter du côté de la Chine et de Taïwan, où on a vu comment les États-Unis voudraient encore exciter ou encore créer une tension et qu'on pouvait faire face à ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Figurez-vous si ce qui se passe du côté de l'Ukraine pouvait se transposer du côté de Taïwan et que la Chine était en train la Chine qui affirme toujours l'appartenance du territoire de Taïwan, aujourd'hui ne peut pas accepter que Taïwan prenne son indépendance. Dans cette optique-là, tous ces pays-là, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, les États-Unis, la France, tous ces pays-là ont des armes nocives. Et il suffit tout simplement que la goutte d'eau déborde le vase, le monde sera embrasé. Mais je crois qu'ils sont conscients du danger que court la dotation de ces instruments militaires nocifs, puisqu'ils savent personnellement que faire recours à ces éléments matériels de guerre, c'est tout simplement de plomber ou encore de plonger le monde entier dans une destruction totale. Mais je me dis, il faut inscrire tout simplement ces armadas militaires dans la perspective du rapport de force. Chacun veut montrer ses muscles, mais ils savent pertinemment que faire recours à cette arme-là, ça sera mettre fin à la vie. Voilà pourquoi on peut inscrire quand même le discours du président vénézuélien, je crois que c'est lui, le président dont on fait mention. Le président indonésien. Indonésien, qui en était, il est dans une approche d'alerte. Il attire l'attention de ceux-là qui croient qu'ils sont le plus fort du monde entier, en leur disant que le jeu auquel vous vous livrez est un jeu dangereux. Il suffit que
la goutte d'eau déborde le vase, tout peut basculer. Et il faut faire très attention. Parlons encore de ces mises en garde du président indonésien, puisque c'est lui d'ailleurs qui accueille les dirigeants, les 20 puissances, les 20 grandes puissances de la planète. Il a également mis en garde contre le risque de ce qu'il appelle d'une division du monde. Il a fait savoir que le monde ne doit pas être divisé en plusieurs camps. Oui. Alors, est-ce que le monde n'est pas déjà divisé en plusieurs camps? Bien entendu, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que c'est la volonté des puissances qui érige le comportement des acteurs sur la scène internationale. Et les États-Unis, à une époque, a quand même prôné sur l'unipolarisation. Et cette unipolarisation a sonné le son glas à travers notamment plusieurs actes, y compris ce qui se passe du côté de l'Ukraine, qui vient mettre fin à l'hyperpuissance américaine, qui vient mettre fin à l'unipolarisation du monde. Aujourd'hui, on fait face pas seulement à la bipolarisation, mais à une multipolarisation du monde. Il y a plusieurs acteurs, plusieurs puissances qui en réalité s'organisent pour faire peser leur poids sur la scène internationale. Je crois que c'est le réalisme qui érige le comportement des acteurs sur la scène internationale et que ce discours tenu par le président, en réalité, ne peut que l'engager. Pourquoi? Parce que comment voudrait-il qu'on puisse avoir une seule façon de regarder le monde? Mais pas du tout. Votre façon de regarder le monde ne peut pas me plaire. Voilà pourquoi ils sont permanemment en interaction, ils sont permanemment en rapport de force, ils sont permanemment en tractation, ils sont permanemment dans la perspective d'exprimer leur volonté de puissance, et force de constater que pour peser de son poids et que sa voix puisse être entendue, il faudrait mettre sur pied des mécanismes qui peuvent te permettre d'être dans une bonne position. Et la bonne position, c'est quoi? C'est mettre fin à l'unipolarisation pour ouvrir le vent à la multipolarisation du monde. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Alors avant de passer donc à un autre volet qui a été évoqué du côté de l'Indonésie où se tient ce sommet du G20, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à cet appel d'Emmanuel Macron qui est d'ailleurs présent, qui appelle Poutine à revenir à la table de négociation. On se pose toujours la question de savoir de quel type de négociation ils veulent. Ou quel type de négociation, monsieur Emmanuel Macron veut. Je crois qu'il a été à Kremlin, il a discuté avec M. Vladimir Poutine. Je crois que les discours de M. Vladimir Poutine ne sont pas aussi vagues que ça. Il est clair dans ses propos. Il est ouvert au dialogue. Il est ouvert et il dit ce qu'il veut. Il a été clair que le projet où vous voudriez que l'Ukraine entre dans l'OTAN est en violation avec notamment les accords qu'on s'est signés, notamment qui a mis fin au pacte de Varsovie avec la chute du mur de Berlin. On a constaté que lorsque l'URSS s'est éclaté, le pacte de Varsovie a mis fin. Il était question que notamment l'OTAN puisse vraiment prendre fin. On constate aujourd'hui que l'OTAN y existe, mais malheureusement le pacte de Varsovie a été dissous. Cela est l'injustice que M. Vladimir Poutine relève et estime que vous ne pouvez pas vous permettre de négocier, de travailler à ce que l'Ukraine entre au sein de l'OTAN au regard de sa proximité avec mon État. Pourquoi? Parce que le faisant, vous êtes en train de me menacer et je ne me laisserai pas faire. La négociation, le dialogue ici, c'est quoi? C'est de dire à ces gens-là qu'il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux, notamment les clauses contractuelles et des accords qui nous liaient par le passé, que la fin du pacte de Varsovie devait aussi conséquemment mettre fin à l'accord de l'OTAN. Cela n'a pas été fait. Ça veut dire que les vrais dupes, c'est ailleurs et non en Russie. Il est important de dire que le discours de M. Vladimir Poutine était un discours clair, qui ne souffre pas d'ambiguïté, mais c'est plutôt ceux-là qui veulent jouer au dialogue, qui parlent du dialogue, qui jouent à ce jeu-là. Parce que la France sait pertinemment ce qu'il faut faire. Les États-Unis, ils savent ce qu'il faut faire. Je crois qu'ils sont plutôt en train de perdre le temps. Je ne sais pas quel type et quel genre de dialogue ils veulent. Mais sinon, dialoguer c'est bien. Mais un dialogue sincère, c'est encore plus bien. La sincérité voudrait dire que les deux parties puissent mettre sur la table leurs problèmes,
et qu'on ne puisse pas privilégier l'un au détriment de l'autre. Mais ce qu'on constate, c'est plutôt de la discrimination dans le traitement des conflits sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que la France, les États-Unis, ils ont opéré leur choix. Et leur choix, c'est l'Ukraine, au détriment de la Russie. Fort de cela, la Russie, aucunement, ne peut reculer. La Russie va sauf qu'avancer à partir du moment où ils ne prennent pas en considération ces désidérata. Vous verrez que ce conflit sera difficile à mettre fin. Parce que la France, les États-Unis et bien d'autres pays de l'Afrique, de l'Occident, ils savent ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette crise. Alors, on s'intéresse à un autre volet de ce sommet G20. Alors, ce qui concerne Pékin, la Chine qui est d'ailleurs représentée par le président Xi Jinping. Et ce sommet, Washington a profité de ce sommet pour demander à la Chine d'alléger la dette des pays pauvres. La Chine, qui on le rappelle, est le principal créancier des pays pauvres. Y compris les États-Unis aussi. Hein. Et voilà, quelle analyse peut-on faire de cette demande des États-Unis vis-à-vis de la Chine? Bon, je crois que c'est une image que cela traduit. C'est une volonté vraiment pour les États-Unis de voir ces pays pauvres avoir leur dette allégée, où Washington est en train de jouer un jeu lorsqu'on sait que voilà, ses relations avec Pékin ont toujours été houleuses. Oui, je crois que c'est entre autres l'ordre du jour de leur entretien en marge du G20. Je crois qu'ils ont fait le tour de plusieurs sujets, notamment le cas de Taïwan, et que dans les rois diplomatiques, il fallait qu'ils montrent aux yeux du monde qu'il est altruiste, que les États-Unis montrent qu'ils sont préoccupés, qu'ils sont altruistes. Par la situation des pays pauvres. Voilà, pas la situation des pays pauvres. Tout simplement, il faut être naïf pour pouvoir considérer cela, aucunement. Et les États-Unis, à travers cette déclaration ouverte, est dans un processus de séduction pour gagner le cœur des pays pauvres là. Et c'est comment on peut appeler ça de manière triviale, l'appel de balle, pour gagner de la sympathie vis-à-vis des pays pauvres. Mais quoi que l'on dise, les États-Unis ne peuvent pas être mieux placés pour solliciter à la Chine d'alléger sa dette, la dette vis-à-vis des pays pauvres. Puisqu'en réalité, la Chine est un État responsable. La Chine sait ce qu'elle doit faire pour pouvoir permettre à ce que les pays qui le sont redevables puissent trouver des passerelles susceptibles d'éponger leurs dettes. Et je crois qu'en Afrique, on constate qu'il y a des projets, il y a des initiatives allant dans ce sens, où l'argent a permis en tout cas à ces pays où la Chine, en réalité, la présence de la Chine en Afrique, quand même, on peut constater déjà une nette évolution sur les éléments de base, tels que l'eau, l'électricité et bien d'autres éléments de base, où on constate que la population est en train de retrouver du réconfort. Et je crois qu'aucun pays ne peut vivre sans la dette. Hein. Aucun pays ne peut plus vivre sans la dette. Selon les Occidentaux, Abdoul Ndam, la Chine adopte cette politique pour renforcer son économie sur l'échiquier mondial. Mais c'est ça la réalité. C'est une politique qui est dénoncée par les États-Unis et par la plupart des pays européens, dont la France. Non, c'est faux. Je veux dire quoi? C'est malsain de tenir ce genre de discours. C'est la réalité sur la scène internationale. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque puissance essaie de mettre sur pied une stratégie qui peut permettre à ce qu'il soit indispensable. Et c'est cette indispensabilité, s'il faut que la Chine puisse, que les pays soient endettés par la Chine, je crois que c'est de bonne guerre pour que la Chine puisse contenir et tenir ces pays-là, y compris les États-Unis qui est aussi endettés vis-à-vis de la Chine. Je crois que chaque pays essaie de mettre sur pied sa stratégie pour être indispensable au sein des relations internationales. Et je crois que si la Chine a adopté l'option de la dette, je crois que si vous me devez de l'argent, il est clair qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire, parce que quand vous soulevez la tête, je vous demande mon argent. Mais comment comprendre donc que cette politique soit dénoncée à plusieurs reprises par les Occidentaux? Je suis en train de vous dire que cette dénonciation est une dénonciation gratuite, qui n'engage que cela. Ils le savent pertinemment que c'est la réalité, c'est le réalisme. Sur quelle base montent-ils au créneau pour pouvoir dénoncer ce qui se passe, ce que la Chine fait? Ils n'ont pas qualité ni la capacité de le faire. La Chine est un pays libre. Et d'ailleurs, ces pays qui viennent s'endetter, la Chine ne leur a pas attaché. C'est parce qu'ils estiment que la Chine est indispensable et que la Chine est un bon, est un bon bailleur de fonds qui donne de l'argent et qui peut vous accompagner à réaliser beaucoup de choses sans avoir toujours à s'ingérer dans vos projets. Et je crois que dans le cas d'espèce, c'est parce que les États-Unis et certaines autres puissances de l'Occident sont en train de perdre la main au sein de certains pays
et en l'occurrence en Afrique, effectivement, ils sont dans cette perspective de discours. Selon les États-Unis et même Paris également, selon Washington et Paris, Pékin a souvent eu usage à cette méthode pour faire une sorte de chantage aussi à ces pays endettés. Je dis que c'est le réalisme. Pour avoir certains privilèges. C'est ce qui se passe sur la scène internationale. Ce qui se passe, c'est que Madame Zili, lorsque vous allez comprendre ces jeux-là, c'est-à-dire rien ne va vous échapper sur la scène internationale. La scène internationale, c'est le calcul. On est calculateur, on est intéressé, on se réfléchit comment est-ce qu'on peut mettre en difficulté son vis-à-vis pour contrôler son vis-à-vis. Voilà le schéma sur la scène internationale. Je crois que chaque pays, il va de soi pour pouvoir trouver une stratégie qui lui est propre pour pouvoir être indispensable. Parce que la question est celle de l'indispensabilité des États sur la scène internationale. Ça veut dire que je ne peux rien faire sans ce pays. On constate qu'aujourd'hui... Et l'Afrique est souvent citée effectivement par ces pays, à savoir les États-Unis. Bien entendu. On constate que les États-Unis, la France sont en train de perdre la main. La Chine use avec ses partenaires africains. Oui. Et je pense qu'on parle par exemple de la dette. Il faut quand même questionner quel est le prix à payer par rapport à cette dette. Est-ce que le remboursement est à une échelle très exorbitante, contrairement à ce que les États-Unis et la France font? Pas du tout. Pour ce qui est de la dette avec la Chine, en Afrique plus particulièrement, le taux de remboursement n'est pas aussi exorbitant que ça. Il y a quand même cette volonté, quoi que l'on dise de la Chine, à permettre à ce que certains pays puissent se développer. Et cela n'entre pas dans... ou encore, cela ne plaît pas. Bien entendu, ces pays occidentaux, en l'occurrence, les États-Unis et la France, qui voudraient être paternalistes en Afrique, qui voudraient être paternalistes dans d'autres pays, pour qu'en réalité, ils soient toujours là à maintenir les pays dans le sous-développement. La Chine, la Russie se positionnent à travers leurs agissements comme des partenaires sérieux auxquels les Africains sont en train de se retourner. Et les faits sont têtus. Pourquoi? Parce que les États-Unis, la France sont en train de perdre la main et la Russie et la Chine sont en train de prendre ces mains-là. Alors, on poursuit toujours dans ce qui concerne les grands enjeux de ce sommet. On rappelle, fidèles téléspectateurs, que ce programme est interactif. Vous pouvez nous contacter via les numéros qui apparaîtront de temps en temps à l'écran, mais également via nos plateformes d'information numérique, Facebook, YouTube. Ce serait d'ailleurs avec plaisir que nous allons lire certains commentaires jugés intéressants. Ne vous gênez pas aussi, pourquoi pas, de partager, de faire des commentaires sur le thème qui nous intéresse ce mercredi matin, ou encore poser des questions que nous essaierons de répondre, auxquelles nous essaierons de répondre sur ce plateau. Alors, Abdoul Ndam, je reviens vers vous pour parler également de cette présence remarquée de deux chefs d'État du côté de l'Indonésie, où se tient ce sommet du club des 20 pays les plus riches de la planète, deux présidents dont les pays ne sont malheureusement pas ne figurent pas malheureusement dans ce club très fermé, à savoir le Sénégal et le Rwanda. Ils sont représentés. Et pour ce qui est du Sénégal, on sait que Macky Sall y prend part, mais également avec cette casquette de président en exercice de l'Union africaine. Alors, vous avez des attentes quant à la présence de Macky Sall à ce sommet du G20? Bien évidemment, on regarde sa double casquette, notamment de chef de l'État du Sénégal, et aussi en tant que président en exercice de l'Union africaine. Je crois que sa présence là-bas est connue. Il vient porter la voix de l'Afrique au sein de cette assise qui réunit bien entendu les grandes puissances sur la scène internationale. Et la question est celle de savoir, est-ce que M. Macky Sall va profiter bien évidemment de cette occasion pour dire ce que l'Afrique veut, ce que l'Afrique pense de cette organisation, notamment la qualité du rapport de force, la qualité de la coopération entre ces pays-là et l'Afrique. Est-ce que l'Afrique gagne véritablement en coopérant avec les pays membres du G20? Si oui, quel est le degré et quelles sont les retombées de la coopération entre l'Afrique et le G20? Puisque il est tant entendu qu'au sein de cette organisation-là, l'Afrique est marginalisée. Et il n'y a qu'un seul pays africain qui est membre du G20, qui n'est autre que l'Afrique du Sud qui est membre. Les pays qui sont membres du G20 sont les pays, c'est l'économie qui vous donne l'accès à ce club fermé. Vous ne pouvez pas dire Alors si les Africains n'y sont pas, est-ce que ce n'est pas effectivement parce que ils ont une économie faible? C'est justement parce que les agissements de certaines puissances empêchent à ce que l'Afrique puisse développer. Et que l'économie africaine gagnerait davantage à accroître en coopérant avec des personnes, avec des États qui veulent une coopération parfaite.
vous êtes également sans ignorer que certaines puissances qui sont membres de cette organisation tirent l'essentiel de leurs ressources en Afrique. Et force est de constater que vous ne pouvez donc pas dire que l'Afrique est dans l'incapacité d'être membre de cette organisation-là. Vous ne pouvez pas aussi dire que le Nigeria ne peut pas aussi être membre de cette organisation. Vous ne pouvez pas aussi dire que le Ghana, l'Égypte ne peuvent pas aussi être membres de cette organisation. Je crois que c'est de la discrimination et c'est la transposition de ce qui se passe du sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ou c'est parce que l'Afrique est pauvre qu'elle n'a aucun siège au sein du Conseil de sécurité? Effectivement, parlant de je crois que c'est une marginalisation. Ça n'a aucune raison. Vous ne pouvez pas être dans une organisation où la décision que vous prenez impacte l'Afrique en ayant à votre sein un seul pays qui représente l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud. Je crois que c'est insuffisant, c'est insignifiant, c'est même insultant et méprisant à la limite. Cela traduit seulement que ces pays-là n'ont aucune considération vis-à-vis des pays africains. Parce que s'ils avaient du crédit vis-à-vis des pays africains, ils devaient travailler de telle enseigne que la coopération pourrait davantage, à l'échéance des dates ou encore des années, dire qu'à l'intervalle, à l'échelle de telle année, on aura tel pays africain qui peuvent également intégrer cette organisation. Mais depuis lors, selon vous, les conditions depuis lors, c'est tout simplement un seul pays africain qui est mort. Je crois que le rôle et la présence de M. Macky Sall, c'est de faire ces plaidoiries-là. Dire qu'en été que une organisation d'envergure ne peut pas juste seulement avoir un seul pays africain au sein. Il est important qu'on puisse élargir, donner la chance à d'autres États d'y intégrer dans la perspective de faire bouger les lignes en termes d'économie sur le plan africain. Et aussi, je crois que le discours qu'il va tenir, c'est de plaider pour l'Afrique, c'est de permettre à ce que... Une chose est sûre, si Macky Sall y est sous la casquette de président en exercice de l'Union africaine, c'est pour présentement parler de la voix de l'Afrique. Je crois qu'on souhaite tout simplement qu'il puisse faire ce job et qu'il puisse faire ce travail et que sa présence ne soit pas juste une présence de figuration et même de visite de courtoisie. Alors, qu'il perde son poids pour occuper sa place de président en exercice de l'Union africaine qui doit défendre la cause et l'intérêt des Africains. Alors vous plaignez du fait que l'Afrique du Sud soit le seul pays africain qui est membre du G20 et je vous ai répondu d'ailleurs qu'elle doit certainement cette place à son économie florissante. Alors l'Afrique du Sud n'est pas égoïste puisque à ce sommet du G20, elle a une doléance également vis-à-vis du continent africain puisque Pretoria voudrait que le G20 puisse accorder une place à l'Union africaine au sein de cette organisation. Et autre incongruité, c'est qu'au sein même du G20, tous les pays membres de l'Union européenne sont d'office membres du G20. Hein? Donc on pouvait aussi permettre à ce que l'Union africaine soit membre du G20. Je me dis c'est une bonne proposition, puisqu'en réalité c'est une forme de marginalisation. Vous ne pouvez pas accepter l'Union européenne au sein d'une grande organisation et empêcher à ce que l'Afrique, qui est un continent, puisse être membre de l'organisation. Tout ce qui se passe sur la scène internationale, Madame Zili, c'est tout simplement de la discrimination, la marginalisation, l'attitude sélective de certaines puissances qui n'accordent pas de la considération vis-à-vis du continent africain, n'accordent pas du respect vis-à-vis du peuple africain et instrumentalise davantage le peuple africain des fins personnelles. Je crois que cela doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un grand continent, grand au regard de sa démographie et grand également au regard des ressources naturelles dont elle dispose. Fort de ces deux leviers, il est important que l'Afrique puisse capitaliser. Il faudrait que l'Afrique puisse avoir à la tête de leurs États des personnes qui peuvent défendre leur cause afin que la place qui est chère pour l'Afrique soit reconnue à l'échelle internationale. Si l'échelle d'État ne s'inscrit pas dans cette logique, vous verrez que nous serons toujours des suiveurs. Et si nous sommes des suiveurs, nous ne pouvons pas impacter le fonctionnement des relations internationales. Il est important que le président en exercice de l'Union africaine et bien d'autres pays, y compris l'Afrique du Sud qui est déjà membre et par ailleurs membre des BRICS, l'Afrique du Sud est quand même l'un des porte-voix de l'Afrique qui peut quand même dire ce que l'Afrique veut. Et je crois qu'il faut inscrire ce discours de l'Afrique du Sud, cette position de l'Afrique du Sud dans une perspective de la solidarité internationale vis-à-vis de l'Afrique. Alors le président Cyril Ramaphosa qui précise donc qu'il voudrait que son pays fasse pression pour que l'Union africaine obtienne un siège au G20. Alors aujourd'hui, si effectivement ces pressions venaient à aboutir à des résultats positifs et qu'il était accordé à l'Union africaine par l'Union africaine ce privilège, quel peut être l'apport effectivement du G20
de la présence voilà, de l'Afrique au sein de cette organisation? La présence de l'Afrique. Qu'est-ce qu'elle peut bénéficier voilà? L'Afrique peut bénéficier en termes d'échange, hein, puisqu'en réalité, quand on parle d'économie, on parle d'échange, on parle de partenariat. Et je crois que l'Afrique gagnerait beaucoup plus. Peut-être cela permettra à ce que l'Afrique puisse se doter des instruments qui peuvent permettre à ce qu'on puisse transformer nos ressources naturelles ici. Si on peut transformer nos ressources naturelles en Afrique, ça veut dire qu'en termes d'exportation, on aura la capacité d'avoir un mot à dire sur le marché international. C'est parce que tout simplement, on ne nous donne pas la possibilité, l'Afrique n'a pas la capacité nécessaire de transformer ces ressources naturelles, que vous verrez par exemple que nos produits naturels, nos ressources naturelles sont exportés de manière à l'état brut et que le retour en produits finis et semi-finis sont plus chers en Afrique. Il faudrait que les Africains, l'Union africaine et bien d'autres chefs d'État puissent réfléchir quelle stratégie adopter, avec qui coopérer pour que nous puissions avoir des éléments nécessaires pour pouvoir transformer nos ressources. Et cela passerait par quoi? Par la question à résoudre le problème énergétique, c'est-à-dire l'Afrique doit avoir une capacité d'autosuffisance en termes d'énergie. Si ce n'est pas le cas, vous constaterez que l'Afrique aura toujours du mal à influencer et à influer le comportement des acteurs sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que l'Afrique manque d'arguments convaincants, l'argument qui peut faire le chantage sur la scène internationale. Je crois qu'il est important qu'ils soient conscients des enjeux, des vrais enjeux, et que je me dis, à travers le discours, on constate déjà un début de solution, mais le discours à lui seul ne suffit pas. Il faudrait qu'on fasse du pragmatisme, et le pragmatisme c'est quoi? C'est de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut capitaliser les ressources naturelles dont nous disposons. L'Afrique a les ressources naturelles qu'il faut. Il faut tout simplement mettre sur pied une politique susceptible de permettre à ce que l'Afrique puisse transformer. Pourquoi? Parce que ces puissances-là ont besoin de ces ressources-là. Ils viennent juste prendre à l'état brut, ils transforment et nous retournent sous forme d'armes, les produits semi-finis, produits manufacturés, tout cela. Et si on avait la politique de les faire chez nous, je crois qu'ils viendront acheter. Et on pourrait fixer davantage notre prix. Effectivement, est-ce que c'est effectivement cette position qu'a l'Afrique aujourd'hui d'avoir ces ressources naturelles dont ont besoin la plupart de ces grandes puissances dans le cadre de leur économie? Est-ce que cette posture-là aussi qui fait en sorte aujourd'hui elle est cette de terre qui est convoitée par les grandes puissances? On a la Turquie, on a le Brésil, la Russie aujourd'hui qui s'intéressent de plus en plus à l'Afrique et qui veulent nouer des partenariats. Est-ce qu'effectivement cette position voilà, de terre de tous les convoitises, elle ne doit pas l'utiliser pour plaider pour une place au sein de cette organisation? C'est ça que je viens de dire, que c'est à nous maintenant de capitaliser les ressources dont nous disposons. Quand vous prenez le cas par exemple du Congo, la RDC par exemple, riche en matières premières, est-ce que la RDC profite de ces ressources naturelles? Est-ce que la RDC transforme ces ressources naturelles? Au Cameroun, par exemple, on constate que la plupart des pays africains qui sont malheureusement, ou encore heureusement, dotés, notamment par la volonté de Dieu avec ces richesses-là, on a du mal à capitaliser afin que ces ressources naturelles-là puissent profiter au peuple africain. Je crois que c'est malheureux. Il est important qu'en 2022, au 21e siècle aujourd'hui, que le paradigme change. Il faudrait qu'on puisse avoir une nouvelle approche d'agir sur la scène internationale, parce que si on continue comme ça, l'Afrique n'aura que ses yeux pour pleurer dans un ring où c'est le plus fort qui tape sur le faible. Quand le faible est là, il subit tout simplement. J'ai l'habitude de le dire dans mes interventions que il y a deux réalités sur la scène internationale. Soit vous agissez, soit vous êtes agi. C'est dominant-dominé. Donc, lorsque vous n'avez pas les coups de franche pour faire renverser le rapport de force, vous laisserez dominer toute votre vie. Et je crois que sur la scène internationale, il n'y a pas d'enfant de cœur. C'est le réalisme et c'est l'intérêt qui érige le comportement des acteurs sur la scène internationale. Alors, parlons encore de cette présence du président sénégalais du côté de l'Indonésie où se tient le sommet du G20. Macky Sall y est allé avec une doléance également, une doléance phare, quand on sait qu'il a toujours, depuis le début de son mandat à la tête de l'Union africaine, Macky Sall a toujours plaidé pour une place de l'Afrique dans les organisations internationales, une meilleure considération. Et aujourd'hui, du côté de l'Indonésie, il y va avec cette doléance, à savoir plaider pour une place de l'Afrique au siège permanent à l'ONU.
Alors, est-ce que le contexte déjà est bon pour plaider pour une telle cause? Bon, je me dis avec c'est le chamboulement de ce qui se passe dans le monde entier, peut-être c'est une fenêtre d'opportunité que l'Afrique peut saisir à l'effet de peser de tout son poids, puisque tant est bien que pour ce qui vient de se passer en termes de Covid-19, on a compris que l'Afrique a été résiliente. Et je crois que pour ce qui se passe du côté de l'Ukraine, on constate que certains pays occidentaux sont en train de courir vers l'Afrique pour pouvoir substituer le manquement qu'ils sont en train de perdre du côté de la Russie. Et je crois que ce sont autant d'éléments qui attestent que peut-être l'heure est venue pour que l'Afrique puisse avoir un siège au sein du Conseil de sécurité. Mais maintenant, est-ce que le fait d'obtenir un siège au sein du Conseil de sécurité va faire peser la voix de l'Afrique au sein de cette organisation? Je crois que c'est un autre débat. Si vous êtes un contre tous, vous ne pouvez pas. La voix de l'Afrique, c'est la loi de la... Je veux dire quoi? La loi de la majorité. C'est vrai que lorsque ceux qui partagent vos intérêts, quand ça les arrange, vous pouvez coaliser. Mais est-ce qu'ils vont toujours coaliser jusqu'à la fin? Mais on ne perd rien d'avoir au moins un siège au sein du Conseil de sécurité, quitte à ce que le travail de fond reste la refondation de l'ONU. Même si on ne peut pas dissoudre l'ONU, pour pouvoir créer une organisation d'envergure qui va maîtriser mieux les enjeux de l'heure, on peut quand même refonder l'ONU, afin que l'ONU puisse être à même, cette organisation-là, qui va faire respecter un certain nombre de choses sur la scène internationale. Parce qu'on constate que ça va dans tous les sens. Il y a certaines puissances qui font fi non seulement de l'organisation, mais aussi des dispositions légales qui régissent l'organisation et le fonctionnement de cette organisation. Je crois que ce sont des injustices qu'il faille corriger et que peut-être la présence au moins d'un pays au sein des Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, sera un début de solution pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse constater un début de considération du peuple africain. Si l'Afrique du Sud est déjà membre du G20, membre des BRICS, l'Afrique du Sud est mieux placée pour être membre du Conseil de sécurité, pour parler quand même de la voix de l'Afrique. Mais pour ce qui est du plaidoyer de Macky Sall, c'est une place pour l'Afrique et non une place accordée à un pays africain. Est-ce qu'une place effectivement accordée pour l'Afrique ne serait pas mieux afin qu'elle puisse effectivement porter, que la voix qu'elle puisse donner soit pour les intérêts de tous les Africains et non pour les intérêts d'un seul pays? C'est ce que je suis en train de dire. Si l'Afrique du Sud est membre du Conseil de sécurité, elle sera là comme représentant de l'Afrique et le porte-voix de l'Afrique et pourrait mieux être placée pour pouvoir défendre la cause africaine, quitte à ce que l'enjeu de son pays ne soit pas au-dessus de l'enjeu de l'Afrique. Mais est-ce qu'effectivement, pour cela, est-ce que cela ne passe donc pas par une refonte de l'ONU? Je l'ai évoqué. Si quand même l'ordre du jour n'est pas acté, en attendant la refondation ou la refonte de l'ONU, on peut quand même réorganiser l'ONU en réparant certaines injustices que nous déplorons, notamment l'absence de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité et la non-considération du pays africain au sein de cette organisation. Et bien entendu, l'Afrique est davantage victime, l'Afrique est davantage annexée par les résolutions prises par les Nations Unies. On constate que les pays européens ne subissent pas les rafles, bien entendu, des dispositions et des résolutions prises par les Nations Unies. Combien de pays européens ont sur leur territoire les casques bleus? Mais en Afrique, la plupart des pays africains regorgent en leur sein les casques bleus qui sont là pour pouvoir faire de l'interventionnisme, pour pouvoir peut-être ce qu'ils appellent l'intervention pour le maintien de la paix. Est-ce parce que l'Afrique est toujours vulnérable? Est-ce parce que l'Afrique est dans l'incapacité de trouver des solutions appropriées à l'Africaine pour pouvoir résoudre ces problèmes? Je crois que c'est autant de questions qu'il faut poser. Mais quoi que l'on dise, on constate que les agirs de l'ONU sont des agirs qui frisent à la discrimination et que l'Afrique n'est pas quand même considérée à la taille de son importance. Voilà, alors on va s'intéresser également à certains commentaires faits par nos internautes sur nos différentes plateformes d'information. Alors pour ce qui est de la présence de Macky Sall à ce sommet, on a cet internaute qui souligne que Macky Sall ira encore pour faire de la mendicité et dire que l'Afrique a besoin du gaz russe comme il a fait d'ailleurs en ce qui concerne le blé. Pardon?
je revenais sur ces réactions des internautes, voilà, certains qui jugent que Macky Sall ira juste pour plaider pour voilà, le gaz russe par exemple, comme il a fait d'ailleurs pour le blé, et non pour plaider pour les causes du continent. Non, je crois qu'il ne faut pas quand même être excessif à ce niveau-là. Il ne faudrait pas aussi que nous ne donnons pas du crédit à nos chefs d'État. Il faut les respecter. Ce sont des hommes d'État. Et je crois que ce qui est important de noter, c'est que les enjeux sur la scène internationale ne sont pas statiques. La position qu'il peut prendre hier ne peut pas être forcément le cas aujourd'hui. Je crois qu'il a, pour le blé, nous avons fustigé cela, parce que l'Afrique n'a pas à aller commander le blé. L'Afrique a les terres arables. L'Afrique a tout pour pouvoir développer un type de culture appropriée pour nourrir les Africains. Et que même le blé n'est pas la culture africaine. On doit par exemple dire du mal à consommer du pain. Et je me dis, je crois qu'ils sont conscients de ce que les peuples africains veulent. Ils peuvent peut-être avoir des pesanteurs qui empêchent à ce que la volonté du peuple soit quand même réalisée comme le peuple le veut. Mais quoi que l'on dise, on souhaite tout simplement que nos chefs d'État puissent davantage prendre conscience dans la perspective de parler, de défendre la cause africaine et de permettre à ce que l'Afrique puisse avoir une place de choix et respecter partout où besoin se fera sentir. Alors, on s'intéresse également à ce commentaire intéressant, commentaire fait par un internaute qui affirme qu'un dicton africain dit que quand quelqu'un ne te dit pas supporte son sac, alors selon cet internaute, l'Africain porte tout simplement le sac des Occidentaux, et à ce sommet, c'est ce qui sera fait car les doléances de l'Afrique seront traitées dans la partie des faits divers. Une fois que ces grandes puissances auraient fini de traiter voilà, des sujets qui les intéressent. Non, ce que ce internaute oublie de dire, c'est que on pourrait retorquer en disant que certes, l'Afrique, on peut percevoir que l'Afrique porte le sac des autres, mais posons la question, quel est le contenu de ce sac-là? Si le contenu du sac appartient au peuple africain, c'est à nous, à empêcher à ce que ce sac-là ne puisse plus porter nos ressources dont nous disposons. Pourquoi? Parce que l'expérience a démontré que certains pays occidentaux sont à ce niveau parce qu'ils pillent l'Afrique. Et c'est à nous maintenant, en tant qu'Africains, c'est nos dirigeants qui doivent empêcher à ce que nos ressources soient quand même volées et qu'on puisse les capitaliser pour que, à défaut de porter leur sac, qu'on porte notre propre sac avec notre contenu qui est quoi? Nos ressources naturelles avec qui nous allons voyager pour aller vendre ailleurs. Alors, on rappelle que des testateurs, la thématique des échanges de ce mercredi, cette thématique porte sur le sommet du G20 qui a débuté hier du côté de l'Indonésie, un sommet qui se déroule dans un contexte de guerre russo-ukrainienne, marqué également par l'absence, autant pour moi, du président russe Vladimir Poutine. On est également revenu dans le cadre de ces échanges sur cette doléance du président Macky Sall, en l'occurrence président en exercice de l'Union africaine, qui souhaite utiliser cette opportunité qui lui est donnée d'être au milieu des dirigeants des 20 plus grandes puissances de la planète pour plaider pour la voix de l'Afrique. Macky Sall voudrait passer par le G20, voilà, pour que l'Afrique obtienne un siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. On parle également de cette présence du président rwandais, Paul Kagame. Alors, comment qualifiez-vous cette invitation faite à Paul Kagame? Oui, Paul Kagame, en fonction, au regard de son pays, je crois qu'en termes d'indicateurs, sur le plan économique, on atteste que le Rwanda a une bonne position sur le plan économique et devait se positionner comme un exemple que la plupart de certains pays africains peuvent quand même copier en termes de croissance économique. Et je crois que l'invitation de M. Kagame, c'est peut-être de venir partager son expérience et aussi, c'est aussi dans la perspective de venir observer et même faire nouer des partenariats pour que l'échelle de développement où son pays est placé puisse quand même gagner davantage de proportions. Mais ce que l'on peut constater, c'est que, au regard des indicateurs qu'on nous brandisse, le Rwanda est un pays qui se porte plutôt bien sur le plan économique, et peut-être il aiguiserait l'appétit d'intégrer aussi cette organisation qui devient une organisation où les puissances émergentes
ou les puissances ou encore les États qui sont en voie de développement peuvent quand même essayer de négocier pour pouvoir avoir accès. Je crois que dans le cas d'espèce, il faut inscrire la visite ou encore la présence de M. Paul Kagame. Parce que son pays est perceptible comme un pays qui se porte bien sur le plan économique. 2, il pourrait quand même peser de son poids pour procéder à la négociation afin que son pays, pourquoi pas, n'intègre pas au sein de cette organisation-là. Oui. Alors aujourd'hui, vous souhaitez, vous l'avez dit à Dundam, qu'après l'Afrique du Sud malheureusement, qui jusqu'ici reste le seul représentant africain au sein de ces grandes organisations internationales, à savoir le BRICS, vous avez venu sur le BRICS, l'Afrique du Sud est jusqu'ici le seul représentant au sein du BRICS, au sein du G20 également, l'Afrique du Sud. Alors est-ce que ce n'est pas aussi un message fort aux pays africains qui doivent travailler à ce que leur économie leur permette de pouvoir intégrer ces grands clubs? Oui. Les décisions se prennent. Je crois que ça devait même parler aux pays africains. Parce qu'en réalité, copier toujours ou encore aller intégrer dans les organisations des autres, je crois que l'Afrique du Sud pourrait se positionner en Afrique comme la tête de la locomotive. Et avec l'Afrique du Sud, les pays africains qui sont quand même dans une bonne position économique peuvent aussi mettre sur pied une organisation d'envergure. Pourquoi pas associer l'Afrique du Sud? Figurez-vous, une organisation pourrait trouver l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie. Je crois que ces puissances-là devaient davantage procéder à une économie régionale, renforcer l'économie régionale à travers une coopération sud-sud. C'est ce que nous encourageons davantage. Mais on constate que les Africains ont du mal à s'unir. Ils ont du mal à s'organiser. Or, ils devaient copier ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire, l'Afrique du Sud prend ses responsabilités, il convoque ses pairs, il invite ses pairs à réfléchir comment ils peuvent mettre sur pied une organisation économique qui puisse avoir des critères qui intègrent des pays africains. Et ces critères-là va donc permettre à ce que ces pays africains, les autres pays africains qui dorment, doivent redoubler de travail à l'effet d'intégrer cette organisation pour que la coopération nord-sud soit quand même diminuée au profit de la coopération sud-sud entre les pays africains. Figurez-vous, une coopération entre le Nigeria et l'Afrique du Sud et l'Égypte et l'Algérie et la Côte d'Ivoire et le Ghana, et même pourquoi pas le Cameroun, tirerait les pays, certains pays africains qui ont du mal à décoller. Pourquoi? Parce que c'est ça la compétition qui sera de mise, et que ces pays-là, qui sont positionnés comme la tête de la locomotive africaine, doivent travailler pour que les pays africains qui sont dans les difficultés puissent avoir les capacités nécessaires de revoir leur position sur le plan économique. Je crois que c'est une piste qu'il faut explorer. L'Afrique du Sud prend sa responsabilité en tant que leader sur le plan économique. Ça, c'est incontournable. Si l'Afrique du Sud est membre des BRICS, et l'Afrique du Sud est membre du G20, je crois que ce sont deux indicateurs où on invite l'Afrique du Sud à prendre ses responsabilités pour pouvoir mettre sur pied une organisation d'envergure sous-régionale, autant pour moi, où les puissances émergentes africaines doivent intégrer dans la perspective de tirer les autres pays africains qui ont du mal à se relever économiquement. Alors, Dundam, on est revenu sur effectivement la présence du côté de l'Indonésie, du Sénégal, la présence du Rwanda et de l'Afrique du Sud, notamment, et avec cette doléance pour l'Afrique, à savoir celle du Sénégal, une doléance portée par le président Macky Sall, qui revendique donc un siège permanent à l'ONU, mais c'est également cette revendication de l'Afrique du Sud qui annonce qu'elle va faire pression pour que l'Union africaine obtienne un siège au sein du G20. Alors, cela amène à comprendre qu'en tant qu'invité, c'est bien beau d'être invité à un sommet comme celui-là, sommet du G20, à savoir à l'exemple de l'invitation qu'a eu le président Macky Sall ou encore le président Paul Kagame, mais il faut être membre, effectivement, pour que les intérêts des pays que vous représentez ou du continent que vous représentez puissent peser ou puissent être pris en considération. Non, tout dépend maintenant du format. Quand vous vous présentez comme invité, ça veut dire que même si vous avez à dire, ce n'est que la suggestion. Voilà, vous suggérez, vous n'avez pas un impact réel. Ils peuvent prendre en considération ce que vous dites, tout comme ils ne peuvent pas le faire. Je crois que lorsqu'on vous invite, vous n'êtes qu'un spectateur. Vous observez,
Si on donne la possibilité de placer un mot, ce n'est que la suggestion. Je crois que c'est déplorable. Mais pour résumer, donc c'était certain qui parlait donc que selon lui, ces doléances seront traitées comme des faits divers. Bien sûr, ce sont des faits divers, ce sont des préoccupations qui n'engagent personne. Ils peuvent prendre en considération tout comme ils ne peuvent pas le prendre. Ils peuvent même instrumentaliser cela à maintenir davantage l'Afrique sur le coup, sur le joug de la domination. Je crois que la solution qu'on a proposée ici, l'idée, si l'Afrique du Sud, au regard de sa position, pouvait prendre ses responsabilités, bien entendu, en mettant sur pied une organisation réunissant les pays émergents africains, on développerait une coopération sud-sud à caractère africain au détriment d'une coopération nord-sud où les pays africains, lorsqu'ils intègrent même les organisations internationales, vous verrez que l'Afrique ne pèse pas de son poids. Je voudrais que puisse organiser, que l'Afrique du Sud puisse mettre sur pied cette organisation-là pour qu'on puisse procéder au think tank, peser notre poids, avoir un peu du crédit et de l'épaisseur sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que si l'Afrique s'organise autour d'une organisation économique, vous verrez que ils vont quand même nous respecter. Pourquoi? Parce que s'ils n'achètent pas, s'ils ne nous écoutent pas, nous sommes à même de s'inter-échanger certaines choses. Et les lacunes de l'un peuvent être comblées par l'autre. Et c'est ça l'économie, c'est ça le développement. Quand je n'ai pas telle chose et que vous avez, nous permettons, on échange et on tire ceux qui sont derrière pour qu'on puisse arriver à un niveau où quand même on pourrait plus traiter les pays africains, les pays pauvres très entêtés. Nous avons la solution endogène. Je crois que cette solution endogène qu'il faut davantage actionner, que l'Afrique du Sud prenne ses responsabilités, invite ses pairs qui sont en voie d'émergence pour qu'ils mettent sur pied une organisation crédible où l'Afrique pourrait payer de son poste sur le plan économique. Parce que du point de vue politique et diplomatique, l'Union africaine est timorée. Il faut quand même, aux côtés de l'Union africaine, mettre sur pied une organisation sur le plan exclusivement économique où l'Afrique pourrait avoir à son sein des pays émergents qui peuvent avoir une politique commune. Lorsqu'ils partent dans ce genre de forum, dans ce genre de rencontre, que l'Afrique parle d'une seule voix sur le plan économique, je crois que le faisant, on travaillerait à diminuer ce genre de frustration et que l'Afrique va gagner sa lettre de noblesse. C'était donc d'être figurine à des organisations comme celle du G20. Alors, on va passer à autre chose sur ce plateau. On s'intéresse à la culture, car Queen nous a rejoint ce matin. Elle a des choses intéressantes à nous dire. On l'accueille après ceci. Alors, bonjour Queen. Bonjour Azam Zeli, bonjour à Siandam, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs. Alors ce matin, comme il est de coutume, vous venez avec des informations intéressantes concernant la culture et vous souhaitez ce mercredi nous parler de ce festival du film du Caire qui est à sa 44e édition. Effectivement, on a dès le week-end dernier, donc le 12 exactement, ouvert officiellement la 44e édition du film international, du Festival international du film du Caire. Voilà, en partie, on va dire culturellement, il y a donc ce festival. Si de l'autre côté, en Égypte, il y a la COP27 à côté, non moins négligeable. Il faut dire donc que ce festival du film a débuté, pour être précis, dimanche dernier, au célèbre opéra situé dans la capitale égyptienne. Il faut donc relever que l'événement se tient cette année au milieu, bien sûr, d'une actualité internationale et assez morose, et que les films qui seront en compétition, d'ailleurs, ont pris cela en compte. Alors, revenir sur l'événement, c'est seulement rappeler que c'est un événement qui promeut le 7e art globalement dans toute l'Afrique du Nord et un peu plus large dans tout ce qui est pays arabe. Donc il s'agit de promouvoir le cinéma oriental, mais également c'est une plateforme qui est ouverte bien sûr à bien d'autres types d'expressions cinématographiques. L'Afrique au sud du Sahara est bien évidemment reçue, tout comme des films d'autres pays, au-delà même des frontières africaines. C'est le lieu de rencontrer toutes les grandes personnalités du cinéma oriental et même bollywoodien qui sont invités. C'est une croisade, en tout cas pour tous les passionnés du 7e art, et c'est le lieu de tabler sur les sujets qui concernent bien sûr l'Égypte particulièrement, et un peu plus, pour ratisser un peu plus large, tout ce qui concerne un peu le monde arabe. Les problématiques sont bien sûr évoquées dans différents films qui sont projetés durant l'événement.
On fait d'ailleurs bien de préciser que ce festival, ou encore pardon, la COP27 qui se déroule du côté de l'Égypte est une fenêtre pour ce pays. Effectivement, c'est une fenêtre et la question de l'écologie qui est un peu plus importante, l'Égypte quand même qui voit également le désert gagner du terrain, a lui également un combat à mener et le cinéma s'inspirant de réalité, il est des films, puisque même des films documentaires qui traitent de la question. Alors le festival se poursuit et se termine exactement le 22 prochain, le 22 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours par là. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur la Cotton Pride, qui est cet événement qui se déroule du côté de Yaoundé? Oui, c'est la 3e édition, la Cotton Pride, donc la parade du coton. Vous pourrez voir une petite image notamment de cet événement qui s'est tenu samedi dernier à l'avenue Kennedy du côté de la capitale camerounaise à Yaoundé. Alors c'était l'occasion simplement de faire montre du tout le talent des artisans camerounais qui travaillent avec du coton et un peu plus globalement des stylistes et tout accessoiriste qui utilise cette matière et qui accompagne tout événement de mode. Parce que c'est un événement qui ouvrait simplement la porte à une semaine consacrée donc à la mode Made in Cameroun, à l'occasion de faire montre du talent de tous ces artistes camerounais qui manquent parfois de plateforme d'expression et un événement également qui se veut, parce que vous voyez à la tête, c'est littéralement du coton. Voilà. C'est également un message à envoyer quant à dire la filière coton au Cameroun. Elle est vraiment mise à mal et il est important de se rappeler qu'il est possible pour le Cameroun de produire par lui-même des vêtements ou encore des tissus par ces artisans qui ne demandent qu'à être épaulés finalement. Et enfin, ce mercredi, vous souhaitez nous en dire plus sur le deuxième volet du film Black Panthers qui bat une fois de plus les records au box-office américain et surtout cette tournée mondiale du casting qui a fait escale en Afrique, à savoir à Lagos, au Nigeria. Oui, Lagos, c'est vrai que c'est pas des plus surprenants, c'est devenu la capitale presque du cinéma africain, Lagos, avec notamment Nollywood. Voilà, le casting a fait escale à Lagos pour la première africaine du film et bien sûr c'était l'occasion de rencontrer toutes les stars du cinéma nigérian. Alors le film qui bat des records au box-office, un film qui a été tenté quand même, il faut le rappeler, du décès, de la mort de celui qui campait le personnage principal, Chadwick Boseman, et l'on aurait pensé que sa mort tragique aurait peut-être baissé la cote de ce film, oh que non. Lupita Nyong'o, vous avez en image, qui porte ce casting et qui était présente d'ailleurs à Lagos pour la première africaine, je rappelle. Alors des records, la suite du film, il faut rappeler que c'est un film Marvels qui campe dans un univers, bon c'est vrai que c'est assez utopique, ou pas utopique mais fictif, voilà, je crois que le mot est mieux choisi, fictif d'un pays africain à la technologie hyper avancée que tout le monde envie et qui doit protéger ses richesses. Ça rappelle presque la réalité. Donc, un héros africain qui, pour cette deuxième volet, est, on va dire, il y a la femme qui est très mise en avant et d'ailleurs on évoque le fait que c'est potentiellement une femme qui incarnera peut-être le casting, ou du moins le personnage principal de Black Panther. Alors, des entrées chiffrées à plusieurs millions et qui frôlent déjà le $1 milliard. Wow. Voilà, et des millions d'entrées donc qui sont enregistrées depuis le premier volet qui était sorti en 2018. Il faut donc dire qu'en quelques années, le casting, ou du moins le film, n'a pas perdu de sa cote auprès du public. 180 millions enregistrés rien que le premier jour de la sortie du film. Voilà, en Afrique, ça garde la même cote. Vous avez la possibilité encore, le film qui officiellement est sorti en Afrique, après la première au Nigeria, c'est-à-dire du 7 au 8
et qui continue quand même d'être projeté dans différentes salles de cinéma au Cameroun. Au Cameroun, comme dans bien d'autres pays, c'est un clin d'œil à l'Afrique et ça fait assez chaud au cœur quand même que de voir ce héros d'une nation fictive africaine qui est célébré de par le monde. Je pense bien sûr au roi Tchala. Alors, il faut également préciser que cette escale à Lagos, ce n'est pas aussi un hasard. On sait que le cinéma du côté du Nigérian est très développé avec cette industrie Nollywood. Le cinéma au Nigeria qui est très développé, qui a gagné du terrain et continue d'ailleurs à gagner du terrain même désormais du côté d'Hollywood. Donc de Nollywood à Hollywood, la frontière se resserre et dans les castings on voit de plus en plus dans des grosses productions américaines des acteurs issus de Nollywood. Donc c'était l'occasion peut-être de faire aussi un clin d'œil à ce cinéma africain, Nollywood, qui est porté quand même par le Nigeria, qui est en plein essor, que de faire cette première. C'était assez symbolique. Et Nollywood qui devient presque une pépinière d'acteurs africains qui sont acheminés vers Hollywood. Finalement, on se dit que ça ira encore grandissant du côté d'Hollywood et de Nollywood, voilà, au Nigeria, et tout en espérant que bien d'autres pays, notamment francophones, un peu à la traîne, puissent emboîter le pas, effectivement. En tout cas, merci à vous, Queen, pour toutes ces informations culturelles. Merci à vous, Zélie, de m'accueillir, et à demain avec le même plaisir, bien sûr. Et c'est donc par cette page culturelle que nous allons clore cette édition du Foyer au matin. Merci à vous, Aboul Ndam, d'avoir bravé tous les intempéries et autres obstacles pour être des nôtres ce matin. Je vous en prie, c'est le boulot qui nous appelle. Il faudrait qu'on puisse faire des mains et des pieds. Il ne faudrait pas que l'intempérie soit un obstacle. C'est que non, il faudrait qu'on réponde à nos obligations. Je crois que nous sommes là et on fera tout l'effort d'être là chaque fois lorsque vous allez nous inviter. Parce que le devoir vous appelle, celui de conscientiser les peuples africains. Alors, fidèles téléspectateurs, merci également à vous d'être nombreux tous les jours, d'être nombreux à nous suivre. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. On vous quitte avec bien sûr le même plaisir, celui de vous retrouver demain pour une autre édition de Foyer au matin.